Je remercie Simon Paille et Pierre-Michel Menger pour m'avoir proposé d'intervenir à cette journée de réflexion sur le big data. Deux petits points de cadrage. Tout d'abord, effectivement, je suis chercheur au sein d'une équipe et les travaux que je présente sont des travaux collectifs auxquels j'ai participé, mais avec plein d'autres membres de l'équipe, dont, pour les citer très rapidement, Thomas Beauvisage, Thomas Couronné, qui ont beaucoup fait l'extraction des données dont je vais parler, mais également Kevin Mellet, Marie Trespoche, Dominique Cardon, etc. Alors, le deuxième point, c'est qu'en fait, j'ai profité donc de la discussion avec Simon pour établir un titre et un agenda pour cette présentation et en quelque sorte voir si au cours de ces années où on a pris des données du web pour faire des articles de sociologie, qu'est-ce qu'on avait fait comme sociologie? Est-ce qu'on avait fait de la bonne sociologie? Et notamment, tel que le titre le suggère, est-ce qu'on a fait avant tout de la sociologie de sociologue d'Internet, de la sociologie du web, ou est-ce qu'avec ces données, on peut faire des constats sociologiques plus généraux sur un certain nombre d'activités et de logiques sociales, et pas uniquement sur certaines activités en ligne bien précises dont on est parti? Donc très concrètement, le point de départ, c'est que désormais, pour le chercheur, il y a une abondance de données disponibles, entre guillemets, sur un certain nombre de sujets. Alors disponibles, j'y reviendrai après, et donc à prendre avec des pincettes, parce que l'extraction de ces données n'est pas toujours facile, soumise à plein d'erreurs, etc. Mais notamment, avec l'explosion des activités en ligne, vous pouvez avoir plein d'informations sur les pratiques culturelles des individus, sur leur goût, que vous regardiez les comptes des gens sur Amazon, que vous regardiez ce qui se passe sur des sites de pratiques culturelles amateurs, comme Flickr, comme MySpace, comme YouTube. Vous avez des informations sur les gens qui les postent, vous avez des informations sur les audiences des différentes créations, etc. Si vous travaillez en sociologie de la consommation, que vous vous intéressez à un marché ou à un autre, vous pouvez recueillir plein de données d'évaluation des différents produits, d'évaluation des restaurants, des hôtels, mais aussi de n'importe quel produit sur des sites comme TripAdvisor, Chao, et plein de données, de sites qui ont déjà été cités fréquemment. Autre domaine pour lesquels il est évident qu'il y a plein de données, c'est pas du tout exhaustif, c'est les questions de sociabilité, pour lesquels, que ce soit à travers les mails, les sites de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, les blogs, vous avez une abondance de traces publiques de sociabilité, de messages, d'échanges qui sont disponibles et qui vont vous permettre de poser des questions sociologiques sur qu'est-ce qui se passe dans ces activités. Et donc, la question un peu réflexive que je voudrais traiter ici, c'est dans quelle mesure ces données vont permettre uniquement d'étudier, de faire des constats dont la portée va se limiter à les gens qui sont sur Facebook ont tel type d'activité, ou les gens qui utilisent les choses en ligne ont tel type d'activité, ce qui est déjà bien, et ce qui est mon travail de sociologue de l'Internet et celui de mes collègues, et où est-ce qu'on peut aussi faire des constats un peu plus généraux sur, aujourd'hui, d'après ce que je vois sur Internet, l'orientation ou les formes de pratiques culturelles évoluent dans tel sens, indépendamment du fait qu'elles se fassent en ligne ou pas. Alors, je ne vais pas vraiment répondre à la question, mais l'idée, c'est de proposer des pistes pour la discussion. Alors, les sources que je vais utiliser pour cette présentation, c'est d'une part différents travaux qu'on a conduits dans l'équipe à Orange Labs depuis 2007 sur les pratiques culturelles, donc de musique, de photographie, de consommation de télévision, de consommation de restaurants, etc. Et également l'assistance aux deux conférences dont j'ai la meilleure expérience et qui, pour moi, sont des bons points d'entrée sur des univers de recherche où des informaticiens, qui forment la grosse majorité des troupes, vont discuter un peu ou beaucoup, selon leur degré d'ouverture, d'intérêt, d'intelligence, avec des psychologues, des sociologues et des économistes, qui sont donc les conférences ICWSM, donc International Conference on Weblogs and Social Media, donc il y a une conférence qui existe depuis 2007, qui est dédiée à l'étude des médias sociaux, et la conférence W3, qui est une conférence des chercheurs du web. Donc encore une fois, c'est des conférences à grande dominante informatique, mais où il y a non seulement des chercheurs en sciences sociales, mais aussi des chercheurs en informatique qui font des constats sur la société. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par avoir une activité un petit peu réflexive sur certains des travaux qu'on a conduits au cours des 6 dernières années, dans lesquels on a mobilisé des choses en ligne, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a pu dire et qu'est-ce qu'on n'a pas pu dire.
Alors, tout d'abord, un point dont on pourra discuter plus précisément sur la disponibilité des informations. Il faut rappeler que le principe de la constitution de bases de données à partir des traces en ligne, c'est de construire un petit programme robot qui va naviguer la plus grande partie du site qui vous intéresse. Et à chaque fois qu'il croise une information qui vous intéresse, la mettre dans une base de données. Donc très concrètement, quand on faisait une étude sur qui regarde quoi comme émission de télévision sur Internet, on avait navigué toutes les pages de tous les sites proposés par les chaînes de télévision. Et voilà la liste des informations qu'on pouvait trouver. Donc ça veut dire qu'on est tributaire de ce que les sites et les opérateurs des sites mettent en ligne. Donc voilà, dans le scrapping, on peut avoir que ce qui est visible. Et on doit faire confiance ou évaluer la fiabilité des informations qui sont mises en ligne. Donc ici, dans l'exemple, le parseur HTML, il peut repérer à chaque fois le titre, le sous-titre, le résumé et le mettre dans la bonne ligne et la bonne colonne de la base de données. Et il peut repérer le nombre de vues qui ont été accumulées par cette vidéo. Mais voilà, dans le cas de cette enquête, on s'était aperçu qu'il y a des compteurs qui étaient fiables et il y a des compteurs qui n'étaient pas fiables du tout et où certains opérateurs de télévision, pour certaines vieilles vidéos, ont mis des compteurs un peu aléatoires ou qui agrégeaient des choses qui n'étaient pas... Voilà. Donc vous avez tout un travail d'évaluation de données. Vous êtes aussi tributaire, quand vous faites ça, du coup, de n'importe quelle modification de l'apparence du site. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il déplace une information pour que vous la perdiez. Donc il faut mettre en place des alertes pour que votre programme, pendant qu'il tourne, il vous prévienne que... voilà. Donc vous avez souvent des colonnes vides. Et voilà, c'est juste pour aller dans le même sens que Jérôme et Samuel ce matin. Il n'y a pas des données brutes à extraire, mais il y a tout un travail d'ajustement à faire pour construire une base de données où il n'y ait pas trop de colonnes vides et où vous ayez à peu près confiance dans ce qu'elles vont contenir. Alors, ensuite, je voudrais comparer deux des premières enquêtes qu'on a conduites donc, à Orange Labs. Une qui est donc sur les pratiques culturelles amateurs, donc avec un premier travail sur le site MySpace, qui existe encore mais qui a quasiment disparu en termes d'usage, et donc qui était un site de présentation des musiciens, et d'autre part sur le site Flickr, qui est un site de partage de photos. Donc, ce qu'on peut... du coup, vous avez deux exemples ici d'extraction de données. Alors, sur MySpace, il n'était pas possible de récupérer l'ensemble des données, l'ensemble des comptes. Et on ne connaissait même pas le nombre total de comptes en activité. Donc, on a construit des échantillons non représentatifs et dont on ne pouvait pas évaluer la représentativité. Du coup, on en a fait plusieurs, avec à chaque fois 15 000 comptes, et on regardait pour les grandes variables si elles étaient si elles avaient les mêmes types de relations, pour nous dire nos échantillons, on ne sait pas s'ils sont représentatifs, mais au moins ils sont tous pareils, donc sans doute qu'ils ne sont pas complètement faux. Et ce qui est intéressant, alors en revanche sur Flickr, on avait l'ensemble du site, donc c'était en 2006, on avait pu extraire les 4,5 millions, les comptes des 4,5 millions d'utilisateurs. Dans chaque cas, vous êtes donc tributaire des infos qui sont mises en ligne par le site. Donc, dans le cas de MySpace, on connaissait l'ancienneté du compte, le genre musical référencé et des indicateurs de succès, de visibilité. Donc, le nombre de vues, le nombre d'amis affichés par les sites, etc. Donc, je ne rentre pas dans le nombre de commentaires reçus. Et dans le cas de Flickr, l'ancienneté du compte, le nombre de photos postées, des traces d'activité, combien j'ai de contacts entrant, sortant, combien j'ai mis de commentaires. Ce qui est intéressant ici pour notre réflexion, c'est les infos pas disponibles auxquelles on ne pense pas au moment où on fait l'extraction, parce que honnêtement, on a fait ça parce qu'on pouvait le faire, pas parce qu'on avait une idée très claire on pourra faire des constats très précis dessus. Mais au moment de faire l'analyse, on se dit tiens, ça aurait été pratique d'avoir telle information, ah tiens, zut, on n'a pas pris ça, etc. Une info qui manque très souvent dans ces sites, c'est la fréquence de connexion et la régularité de la connexion des individus. C'est-à-dire que souvent, vous voyez la trace d'activité, il a mis un commentaire. Dans le meilleur des cas, vous pouvez le timestamper, comme on dit, c'est-à-dire le dater. Mais hyper souvent, vous ne savez pas si l'individu s'est juste connecté pour regarder des choses. C'est-à-dire si c'est connecté, qu'il a été actif sur le site, mais qu'il n'a rien fait, vous n'avez pas de trace de cette activité-là. Et pourtant, c'est crucial dans la construction des vues. Voilà. Et l'autre info qu'on a rarement, c'est la source du trafic et la façon dont les gens arrivent à visiter ou à aller voir une photo. Donc si par exemple sur Flickr, vous avez dit « j'adore cette photo » et que du coup, au fur et à mesure, la personne à qui vous avez mis ce signe va connaître un succès, vous n'avez aucune idée de la façon dont les gens sont arrivés à cette personne, à cette navigation. Alors, quel type de constat on peut faire avec ce genre de données ?
Le premier, c'est de faire des constats sur les usages et de dire finalement, parmi tout ce qui est mis à disposition des sites, voilà ce qui est utilisé vraiment ou voilà comment ça s'organise. Donc des exemples, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour le compte Flickr, dans l'ensemble, il y a des gens qui faisaient rien du tout, des gens qui s'en servaient juste pour mettre des photos, des gens qui en avaient une utilisation privée, et ensuite une petite partie qui allait combiner différentes fonctions de sociabilité. Si on regardait un peu plus dans le détail, toujours pour donner un exemple, et qu'on prenait les utilisateurs intensifs de Flickr, donc on avait fait un indicateur agrégé d'intensité d'utilisation, on voyait qu'il y avait 3 profils différents qu'on pouvait reconstruire uniquement à partir des données visibles. Donc certains utilisateurs se contentaient de stocker des photos, d'autres, en fait, utilisaient très peu les photos mais s'en servaient comme un réseau social, juste pour discuter, et d'autres, enfin, avaient une conversation autour de la photographie en mettant à la fois des favoris et des commentaires. Voilà, donc on va faire des premières typologies d'usage. Le deuxième grand type de constat, là encore, c'est basé sur nos recherches, mais on va retrouver ce type de constat ou ce type de questionnement sur un très grand nombre d'études sur les travaux en ligne, c'est des constats sur la sociabilité en ligne. Alors d'une part, dans le cas de Flickr, par exemple, on peut regarder quelles sont les formes de réciprocité et quelles sont les formes de lien entre l'usage de telle fonction de sociabilité et de telle autre. Par exemple, voilà, ce qui était frappant, c'est que ce qui est attendu, c'est que si je vais chercher beaucoup de contacts, qui voulait dire amis dans Flickr, j'allais recevoir beaucoup de demandes d'amitié. Ce qui était plus intéressant, c'était que le fait de recevoir des favoris, ce qui est le cœur de la reconnaissance du flickeriste engagé, c'est-à-dire des gens qui disent mes photos sont belles, vos photos sont belles, c'était de mettre des commentaires et d'aller mettre des favoris. Et donc en gros, il fallait aller dire bonjour et flatter un peu les gens pour recevoir des favoris. Donc on peut commencer à construire une interprétation de l'activité à partir uniquement de l'observation de ces grandeurs. Autre grand classique en termes de constat sur la sociabilité en ligne, c'est vérifier l'attachement préférentiel. Ça avait déjà été fait sur les blogs à partir de 2003. On l'avait refait sur MySpace de façon très nette. C'est l'idée que dans l'ensemble, les gens qui sont les plus populaires ont tendance à recevoir le plus de liens et à ne donner leurs liens qu'à des gens qui sont aussi populaires qu'eux. Donc en gros, ceux qui sont, voilà, je ne rentre pas dans le détail de la matrice, mais ceux qui sont en bas, donc dans le premier décile de notoriété, ils vont donner leurs liens surtout vers les plus connus, et les plus connus vont faire la même chose, et donc il y aura une distribution des liens qui est extrêmement hétérogène. Voilà, et dernier type d'analyse qu'on peut faire autour de la sociabilité pure de ces sites, c'est de regarder quel monde se constitue, et donc ici, dans le cas de MySpace, on pouvait dessiner la proximité des individus et montrer que ça formait, dans une certaine mesure, des univers musicaux cohérents. Donc on avait tagué chaque groupe en fonction de son genre musical déclaré, et on observait, dans une certaine mesure, des regroupements, donc ici de l'électro, et des clics de genres musicaux. Voilà. Donc on a une façon de décrire l'auto-organisation de ces sites et sa sociabilité et ses inégalités. Le troisième type de constat, c'est bien sûr des constats sur le succès ou la visibilité sur ces sites. Et voilà, pour ne pas relativiser leur portée, il faut bien voir que c'est des recherches qui ont été faites à une époque de gros buzz médiatique autour du Web 2.0, qui était accompagné par une idéologie de « on est tous égaux grâce au Web », et il était utile de redémontrer, chiffre à l'appui, que c'était un univers extrêmement hiérarchisé et qui n'avait pas tendance à bouleverser radicalement les ordres existants. Donc, premier type d'exemple, dans le cas des musiciens en ligne, on observait que la distribution était quasiment aussi inégalitaire, la distribution de l'audience sur ces sites était quasiment aussi inégalitaire que celle qui est connue sur les marchés culturels. Donc, en l'occurrence, 10% des artistes recueillent 90% des vues. C'est le genre de chiffre qu'on va retrouver sur un très grand nombre de sites. Dans le cas de MySpace, ce n'était pas le cas de Flickr, on avait une donnée réelle ou extérieure au site qui était déclarée par les individus,
qui était dans quelle mesure les artistes qui ont publié leur musique sont signés par un label major, donc par un gros label, par un gros membre de l'industrie du disque, par un indépendant ou pas signé du tout. Et donc cette information, on pouvait l'utiliser pour mesurer son impact sur le succès en ligne. Et on voyait, sans surprise, mais de façon très nette, que c'était les artistes qui étaient déjà très fermement établis qui recevaient le plus d'audience dans ce type d'univers. Voilà. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de ces dernières typologies. Simplement, l'idée générale de ce résumé un petit peu cavalier, c'est de montrer que finalement, dans ce type d'analyse, on a pas mal de données qui sont disponibles, mais assez peu de données externes sur la situation des individus, sur leur logique d'engagement, enfin sur leur raison d'engagement dans le site, voire sur leur fréquence de connexion. Et du coup, on avait atteint un degré de raffinement relativement important dans la façon de faire discuter entre elles les données qu'on avait. Donc ici, on avait mobilisé la technique des cartes de Cohen pour faire une typologie des utilisateurs de MySpace en fonction de la façon dont ils combinaient une notoriété existence en termes d'audience et une activité de réseautage sur le site. Et ça marchait assez bien, c'était assez fin. On pouvait le relier à, du coup, la façon, les formes dominantes des réseaux qui se dessinaient chez ces différents artistes. Donc voilà, je vous passe le détail, ce n'est pas l'objet ici. Mais en revanche, on était relativement en peine de relier ça à des déterminants externes sur qui sont ces utilisateurs et comment est-ce qu'ils y arrivent exactement. Donc voilà, si on voulait résumer, globalement, ce qu'on ne pouvait pas dire avec ces données et qu'on aurait bien voulu dire, et ce qu'on nous a reproché assez souvent à chaque fois qu'on le présentait, c'est bon, d'une part, il y a l'incertitude sur l'échantillon dans le cas où on fait des échantillons parce qu'on n'a pas pu aspirer toute la donnée. Il manque vraiment souvent une donnée de fréquence de connexion ou d'intensité de l'activité. C'est-à-dire que voilà, on a de traces de ce qu'ont fait les individus que quand ils ont effectué une action qui est comptabilisée par le site d'une façon visible, mais on n'a pas ce qui est invisible. Alors là, vous allez me dire, bah oui, mais peut-être que si vous, en étant plus notoire, ou si vous travaillez avec un site français et que vous leur demandez leurs données, que vous trouvez un accord de recherche, dans ce cas-là, vous arriverez à avoir des données beaucoup plus complètes. Et c'est effectivement ce qu'on voit dans certaines recherches à ICWSM ou à W3. Néanmoins, c'est quelque chose qu'on a pu faire, c'est-à-dire qu'on a développé nos données aussi pour certains sites d'Orange ou pour certains sites amis. Et on se rend compte, quand on discute avec eux, et là encore, hein, je ne saurais que être d'accord avec l'idée que les données ne sont pas brutes, c'est qu'il y a plein de données qui ne sont pas loguées, comme on dit par les informaticiens. C'est-à-dire que les gens qui font tourner un service, et a fortiori quand le service démarre, n'ont pas prévu de stocker toutes les informations et de toutes les traces d'activité. Et donc, la plupart du temps, quand ils nous envoyaient la première base de données, il y avait les très grands indicateurs, mais on n'avait pas non plus la fréquence de connexion, parce que l'informaticien n'avait pas prévu que c'était une donnée pertinente qui servirait à quelque chose, et donc de la mettre dans le dump, dans la base pour archivage. Et donc, souvent, il faut d'abord interagir avec les gestionnaires du site pour dire non, si cette donnée est pertinente pour l'analyse de votre site, il faut la stocker, et il faut la stocker de façon durable sous telle forme et compter plutôt tel indicateur que tel indicateur. Le troisième élément qui manquait vraiment beaucoup à ces analyses, c'est des éléments sur les modes de trafic et les sources d'exposition des utilisateurs et de leurs œuvres. Il y avait un gros questionnement autour du succès et de la notoriété sur ces sites, avec l'idée qu'on peut passer de la célébrité du jour au lendemain, et où effectivement il y a des gens qui connaissaient un succès très important. Et donc on pouvait le relier, et ça marchait dans une certaine mesure, à leur activité sociale dont on avait la trace, mais on se rendait compte qu'il y avait plein de facteurs qui jouaient sur lesquels on n'avait aucune prise. Et notamment le fait que la personne ait été mise en avant sur la homepage du site pendant une journée, qu'elle ait été mentionnée dans tel ou tel blog, etc. Enfin voilà, toutes des informations de trafic et d'exposition qui ne sont pas liées à la sociabilité, qui ne sont pas présentes. Et surtout, dernier manque, on était en peine de répondre à la question de qui sont les utilisateurs et quelles sont leurs trajectoires sociales. Et donc, à chaque fois, notamment, qu'on présentait ce type d'études à des sociologues de la culture, a fortiori à des sociologues bourdieusiens de la culture,
on avait la question, mais qui sont-ils? Est-ce qu'ils sont déterminés? Est-ce qu'ils sont classés socialement? Est-ce qu'on a une forme? Enfin voilà, est-ce que c'est une pratique universelle ou bien distribuée dans la population ou pas? Or, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre avec ce type de données, et très très rarement, il n'y a quasiment aucun site qui demande de l'origine sociale, qui demande aux gens leur origine sociale, et sur lesquelles, par ailleurs, les enquêtes nous donnent extrêmement peu de réponses. Donc je citerai juste une étude de Grande Blanc qui s'appuie sur l'Oxford Internet Study, et qui montre simplement que ça compte, que le fait de créer en ligne sur Internet et de publier sur Internet n'est pas du tout réparti au hasard et qu'il est fortement lié à l'âge, au diplôme, mais pas forcément de façon linéaire et ça dépend des activités. Mais en tout cas, il montre qu'il y a des interactions relativement compliquées et que ce n'est pas du tout une activité qui est, répartie également dans la population. Alors, dans un deuxième temps de cette présentation, après donc voilà, une sorte de petit retour d'expérience sur ce qu'on a pu dire et ce qu'on n'a pas réussi à dire, et ce que la plupart du temps les gens ne réussissent pas à dire en termes de constats sociologiques à partir de ce type de données, c'est finalement qu'est-ce qu'on peut identifier comme posture de recherche chez les chercheurs qui revendiquent de faire des sciences sociales à partir de ce type de données. Si on devait résumer les recherches que j'ai présentées jusqu'ici, et en attendant un meilleur terme, on pourrait dire qu'il y a une logique internaliste qui est de regarder à l'intérieur de la grande masse d'usages et du grand nombre de comptes de ces sites, comment ils s'organisent et comment les différents types d'utilisateurs utilisent les différents types de fonctionnalités, mais en restant dans une logique internaliste, c'est-à-dire à l'intérieur des indicateurs qui nous sont fournis par le site, souvent par défaut, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce que font les gens par ailleurs. Il y a une deuxième posture, encore une fois, les termes sont vraiment proposés à la réflexion, qui est quelque chose qui est un ensemble de questionnements autour des effets du web. Et donc, dans cette catégorie, on peut mettre le nombre de travaux relativement importants, par exemple, sur les effets des avis de consommateurs sur les ventes et sur le succès des produits. Depuis longtemps, il y a plein de travaux qui cherchent à savoir dans quelle mesure une bonne note sur Amazon va augmenter les ventes d'un disque, va augmenter les ventes le succès d'un film. Voilà, en économie de la culture, c'est quelque chose qui est très bien installé. Et donc, vous avez en quelque sorte vos données du web que vous allez comparer et faire jouer avec une donnée externe. Nous, on a travaillé récemment, et on travaille encore sur les effets du web sur la restauration, pour le dire très rapidement. Donc on peut s'appuyer sur des travaux économétriques qui montrent que dans le district de Washington, une augmentation de la note de TripAdvisor va augmenter la fréquentation du restaurant, avec de l'économétrie relativement classique qui va combiner notation du web et données de revenus issues de la statistique classique. Et nous-mêmes, donc, on a classiquement aspiré la plupart des sites d'avis de consommateurs sur les restaurants, donc Cityvox, La Fourchette, etc. Et donc avec des nombres d'avis totaux sur les restaurants entre 60 000 et 600 000. Et on peut aussi faire des constats qui vont, par exemple, montrer, pour rester à un niveau très simple, que la notation en ligne est extrêmement généreuse sur les restaurants comme sur le reste. En gros, la moitié des gens ont 4, la médiane est à 4 sur 5, la moyenne est à 4. Et ce qui crée des pyramides très différentes de la notation classique, qu'on peut aussi récupérer de façon très facile, où les très bien notés sont très peu nombreux et les mal notés sont beaucoup plus nombreux. On peut aussi jouer à faire des cartes qui vont comparer l'évaluation par les restaurateurs, par les experts du Michelin, et l'évaluation par les internautes, et montrer qu'elle n'est pas radicalement différente, mais un peu plus démocratique et un petit peu moins centrée sur la 6. Voilà. Donc, en gros, les deux premiers sont les deux premières postures sont les plus évidentes. Pour présenter rapidement les trois autres, je voudrais simplement citer un exemple à chaque fois de recherches qui sont, je pense, relativement connues, donc sur lesquelles que je peux juste présenter pour pas trop dépasser. Donc la troisième posture, c'est d'utiliser le web comme un dispositif expérimental, au sens de sociologie expérimentale ou psychologie expérimentale.
Et il me semble qu'une très bonne illustration de ça, c'est un papier qui est très bien connu des sociologues de la culture, qui est déjà ancien et dont les données ont fait l'objet de plein de retraitements. C'est le papier de Duncan Watts. Donc voilà, s'il y a un nom à retenir comme figure de proue de cette science sociale des données, c'est Duncan Watts. Et donc en 2006, ils avaient fait une expérimentation sur les préférences culturelles et le rôle des indicateurs de succès dans les préférences culturelles. Donc pour la résumer très rapidement, c'était une époque où le streaming n'existait pas encore et donc le téléchargement d'une musique avait une valeur en soi. Et du coup, ils avaient mis en ligne 48 chansons pas connues et proposé à un grand panel d'internautes de venir les télécharger. Et dans certaines figures de l'expérience, ils affichaient le nombre de téléchargements qui avaient été construits auparavant, de nombre de téléchargements précédents, et dans d'autres non. Et il permettait de montrer que effectivement le nombre de téléchargements existants avait un impact très fort sur la probabilité d'être téléchargé, mais qu'en plus il n'y avait pas vraiment de qualité intrinsèque des chansons, c'est-à-dire qu'il y avait au moins il y avait un ordre différent des chansons pour chaque renouvellement de l'expérience. Donc on est dans de la web data, pas forcément big data, parce que si je me souviens bien, il y avait 14 000 participants à peu près. Mais voilà, on a vraiment une utilisation du web comme dispositif expérimental. Ils faisaient une autre chose assez amusante, c'est sur la moitié des expériences, ils inversaient au milieu celle qui était classée première et celle qui était classée 48e. Donc la 48e était affichée comme première, la première devenait 48e. Et ils observaient la capacité de la mauvaise musique à redescendre et de la bonne musique à remonter. Et il montrait que dans l'ensemble, le 48e remontait parce que sans doute qu'elle avait quelque chose, mais que dans l'ensemble, l'ordre intermédiaire restait très peu modifié. Donc voilà pour la troisième posture. J'en citerai une quatrième, donc, qui est le web comme outil d'enquête, cette fois-ci non plus expérimental, mais comme outil d'enquête sur les individus sociaux réels. Encore une fois, avec la participation de Duncan Watts, et qui portait, c'est là donc l'exemple que je voudrais mobiliser, c'est Real and Perceived Attitudes Agreements in Social Network, et donc il y a une enquête qui s'appuie sur Facebook pour étudier dans quelle mesure l'homophilie, pour étudier l'homophilie et la perception de l'homophilie. Donc grosso modo, l'article commence par résumer la littérature américaine sur la sociabilité, en disant qu'il y a une partie de la littérature qui pense que les gens vont s'associer, n'être amis qu'avec des gens qui ont les mêmes opinions qu'eux, et il y a d'autres recherches qui vont dans le sens contraire et qui montrent qu'au contraire, la diversité s'est plutôt accrue avec le temps. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser Facebook et une petite application Facebook, donc auquel que les participants téléchargent quand ils sont volontaires pour l'enquête, donc pour leur poser des questions sociodémographiques, et ensuite prendre une partie de leurs amis et poser des questions aux individus comme à leurs amis sur leurs opinions politiques relativement tranchées pour la société américaine, donc le vote, la légalisation du cannabis, le mariage gay, la place le rôle des femmes dans le travail domestique, etc. Donc ils prennent un certain nombre d'items. Et ensuite, ils ont donc les réponses de l'individu A, de ses amis B, et ils vont demander, est-ce que vous pensez que B a plutôt telle ou telle opinion sur telle question, a plutôt telle ou telle opinion sur telle question. Et donc, ils peuvent mesurer à la fois les opinions de A, de B, et les opinions que B pense avoir, et les opinions que B pense que A a. Pardon. Donc voilà, tout ça pour montrer qu'ils confirment l'existence d'une homophilie relativement forte, mais qu'en revanche, ils montrent que les individus surestiment très fortement la convergence entre leurs opinions et celles de leurs réseaux proches. Ce qui est un résultat qui est vraiment original par rapport à la recherche existante, et où Facebook fournit en quelque sorte une plateforme extrêmement utile, parce qu'elle évite aux sociologues tout le coût de la récupération du réseau social, en plus de fournir une bonne plateforme relativement efficace pour poser un questionnaire. Dernière posture, qui est une posture relativement discutable, mais qui est fortement présente finalement chez les informaticiens, c'est l'étude du web à partir de ces données comme reflet de la société. C'est-à-dire que dans cette posture, on va faire des constats sur une activité en ligne
et en tirer des conclusions sur la façon dont l'activité qu'on étudie fonctionne dans la vie sociale dans son ensemble, en occultant d'une certaine façon la spécificité de l'activité en ligne. Le meilleur exemple de ça, c'est un papier donc, de Macaulay et Leskovec qui s'intitule « From Amateurs to Connoisseurs, Modeling the Evolution of User Expertise through Online Reviews ». Et donc, les chercheurs partent de plusieurs données de sites d'évaluation de différents produits, donc de sites de gens qui vont voter pour des films, hein, comme sur Allociné, mais aussi pour des bières, pour des restaurants, etc. Et grosso modo, ils ont les données complètes, parce que c'est les sites qui leur ont donné, et ils montrent que, contrairement à ce que dit notamment une certaine sociologie de la culture, les goûts des individus, mesurés à travers les notes qu'ils vont attribuer aux différents produits, dépendent uniquement, ou à 90%, en tout cas dans une très grande mesure, de leur ancienneté dans la communauté. Et donc finalement, c'est l'ancienneté, le temps total qu'ils ont consacré à apprendre à bien aimer la bière ou à bien aimer le cinéma, qui va déterminer leur orientation vers une évaluation haute des produits qui sont dans l'ensemble bien notés par les gens, par le cœur de la communauté. Et donc, voilà, ça permet de faire un constat de sociologie de la culture, même s'ils ne le revendiquent pas comme tel, parce qu'ils sont inscrits en sciences informatiques, de socialisation au goût et de socialisation à la culture qui est extrêmement fort et extrêmement mesurable. Donc voilà le type de démonstration qu'ils mettent en place, mais que je ne vais pas développer. Juste pour vous proposer donc en conclusion ce petit retour d'expérience sur le fait qu'on a fait une sociologie, pendant ces années, une sociologie du web avec certains constats qui est une sociologie des effets du web ou une sociologie des déformations liées au web par rapport au monde précédent, et que pour l'instant, mais sans doute que les discussions pourront en proposer d'autres, j'identifierai 5 postures de recherche qui sont 5 façons d'utiliser et de lire les données du web pour faire des constats de sciences sociales. Merci.